Bonjour Loïc Pen. Bonjour Nicolas. Alors, vous êtes en direct de l'hôpital de Creil, vous sortez de permanence de 24 heures. Quelle est la situation à l'hôpital aujourd'hui? Écoutez, alors que, enfin, à titre personnel, je la redoutais un peu cette guerre parce qu'on est quand même dans une période où on a beaucoup de contamination et donc on a une projection sur beaucoup de patients qui vont arriver à l'hôpital. Elle a été très calme. Et puis, ça peut paraître étrange, mais alors évidemment le Covid n'a pas disparu. Il y avait beaucoup de patients Covid qui étaient dans les urgences malgré tout, mais une fréquentation qui a diminué globalement. Et on retrouve peut-être ce qu'on avait vécu au premier confinement, c'est-à-dire des gens qui se déplacent moins en urgence, trouvent d'autres solutions. Alors après, ce qu'il faut éviter, évidemment, c'est le non-recours aux soins. Mais a priori, on n'a pas ressenti cette problématique-là, puisque il n'y a pas non plus eu beaucoup d'appels au SMUR de Creil, parce que moi je faisais ça cette nuit. Parce qu'il n'y en a pas eu du tout, même, pour être clair. On avait quelques places en réanimation, on avait quelques places sur l'hospitalisation Covid, donc on n'était pas débordé. Alors après, ce n'est peut-être que le calme avant la tempête, hein, puisqu'il n'y a aucune raison de penser que tout à coup tout s'arrêterait parce qu'on a eu 24 heures de calme, mais néanmoins, ces 24 heures-là, elles sont les bienvenues, hein, je vous le cache pas, parce que c'est vrai que pour les équipes soignantes, on a vécu quand même là une semaine qui était très difficile, où on a vu la progression de l'épidémie s'afficher de façon régulière et le nombre de patients aux consultants et hospitalisés s'affichant de façon régulière. Et là, ce petit moment où ça se relâche, pourvu que ça continue, c'est vraiment le bien. Alors, en nombre de contaminations, paradoxalement, hein, la France vient de passer en tête des pays européens. Qu'est-ce que cela raconte? Ça raconte qu'on n'est pas efficace sur les mesures qui avaient été mises en place de dépistage massif, mais on l'avait déjà dit, hein, c'était un dépistage, certes, on a massifié les tests, mais les délais pour avoir un test et surtout les délais pour recevoir les résultats étaient tellement longs que ça neutralisait, ça rendait totalement inopérant le système de tracing, puisque finalement, on découvrait les gens positifs et on les appelait quand ils étaient plus contagieux. Donc évidemment, ils avaient eu le temps de contaminer leur entourage, leur lieu de travail, éventuellement leur lieu de transport. Donc voilà, on est en train de vivre le résultat d'une politique qui n'était pas efficace, qui voilà a fait du chiffre, mais ne s'est absolument pas reposé sur une logique sanitaire appuyée sur les professionnels. Au niveau des masques FFP2, est-ce qu'on va vers un mauvais remake du printemps dernier? Les infirmiers de bloc opératoire ont dénoncé le manque de protection de haut niveau et de nombreux référés sont en cours pour exiger la distribution immédiate de ces masques. Où en est-on? Voilà, je sais pas où on en est. Aux urgences, on n'a pas vécu ça. Aux urgences de Creil, on n'avait pas de. Enfin, voilà, à chaque fois qu'on avait besoin d'un masque, on l'avait. Voilà. Après, j'ai bien entendu cette histoire de pénurie annoncée dans certains lieux. Enfin, je sais même pas quoi dire tellement c'est sidérant. Ça fait 8 mois que ça dure. On a l'impression qu'on en est toujours au même point, toujours les mêmes problématiques, que la mesure du problème n'est toujours pas prise. C'est plus qu'irritant, c'est insupportable en fait. Euh, voilà, on nous a fait des grandes déclarations d'amour, mais les moyens ne suivent jamais. Alors, on a cette histoire de masque, j'espère que ça va se résoudre, parce que voilà, moi je suis pas pour. Enfin, il faut absolument qu'on raisonne collectivement sur ces questions-là. Je vais pas appeler à l'union nationale avec ce gouvernement, c'est hors de question. Je pense que sa politique est désastreuse. Par contre, j'ai entendu ça à l'Assemblée nationale, le terme d'unité d'action me paraît important parce qu'il faut quand même qu'on tire tous dans le même sens. Et nous, on va faire le boulot. Il faut que, à un moment donné, les services de l'État fassent de même. Donc, on voit bien pas d'union nationale parce que on continue à avoir ces politiques de restriction budgétaire, des moyens qui n'ont pas suivi, l'aumône faite aux soignantes avec le Ségur, mais la même politique de santé et la loi de finances de la sécurité sociale qui s'annonce être encore en régression pour les moyens de l'hôpital. Mais par contre, même si on n'est pas content, tout faire pour que ça fonctionne et qu'on prenne en charge. Donc voilà, si en effet
les masques sont manquants, oui, il va falloir quand même qu'à un moment donné, les autorités prennent le problème au niveau où il doit l'être et n'attendent pas que les trains passent ou que finalement la magie, le marché règle le problème. Il faut, et on disait dès mars, un État stratège qui s'appuie sur le collectif, qui met tout le monde dans la bataille, qui ne raisonne pas en petit comité de technocrates, mais qui s'appuie sur le terrain. Alors, beaucoup de commentaires déjà. Merci de suivre ce live. N'hésitez pas évidemment à le partager et à le commenter, ce que vous commencez à faire. Vous pouvez poser vos questions évidemment à Loïc qui répondra en direct. Beaucoup de réactions assez hallucinées. En fait, ça étonne beaucoup le fait que on manque encore de matériel dans les hôpitaux aujourd'hui pour combattre la Covid, alors que l'expérience devrait avoir porté ses fruits. Rita nous dit par exemple les mesures qui sont prises par le gouvernement sont franchement scandaleuses. Pourquoi les autorités, demande Brigitte, pourquoi les autorités ont toujours une réponse positive et qui va à l'encontre de ce qui se passe sur le terrain? Elsa nous dit donc c'est soigne, ferme ta gueule. Bon, beaucoup de réactions épidermiques hein, ce matin sur les réseaux. On a vu les médecins généralistes aussi intervenir cette semaine, dire qu'ils étaient toujours en première ligne. Le syndicat MG, donc des médecins généralistes, a fait une conférence de presse jeudi dernier pour rappeler que 97% des malades du Covid se retrouvaient dans leur cabinet. Ils demandent des protocoles clairs pour le suivi à domicile. Ils disent que le pays a échoué collectivement dans la mise en place d'une stratégie testée, tracée, isolée. Qu'est-ce que vous en pensez? Sur le fait que ce soit un échec de la stratégie de test, je l'ai dit en début de live, je partage tout à fait ce qui est dit par MG France. Et ils ont raison sur le fait qu'ils sont en première ligne et que l'essentiel des patients Covid+ arrivent dans leur cabinet. D'ailleurs, c'est assez normal. On essaye que ce soit les patients qui ont besoin de plateaux techniques et de recours à l'hôpital qui arrivent à l'hôpital. Pour autant, là encore, moi je suis encore surpris que les médecins généralistes en soient à réclamer un protocole sanitaire alors que ça fait 8 mois, quoi. Enfin voilà, tout est comme ça. Je suis un peu lassé en fait. Je suis désolé, hein, j'ai un ton un petit peu, mais il y a un moment où on se dit c'est quand même pas possible. On a travaillé, on a pris de l'expérience, on sait d'ailleurs, nous on met en place sur les hôpitaux des choses plus rapidement que la dernière fois parce qu'on les a déjà testées. On y reviendra, mais là il y a un déploiement des services Covid qui est en train de s'opérer, que ce soit sur l'hôpital de Creil ou celui de Beauvais où je travaille aussi. Euh, et par contre, on a l'impression que la médecine de ville a été oubliée. Et encore, nous, on n'est pas parfait, loin s'en faut. Hein. Je pense qu'on manque cruellement de moyens, on le disait en début de live, mais la médecine de ville est oubliée, comme si finalement ça laisse faire comme ça, comme s'il n'y avait pas besoin de coordination. C'est cette espèce de laisser aller et on verra bien ce qui se passe qu'on ressent en fait. Et avoir ça finit par conduire à ces mesures de restriction des libertés et des déplacements parce que on veut réduire les contacts physiques entre les gens. Donc, toutes les choses sont liées. Si on n'est pas capable de répondre à une épidémie qui est pas, voilà, c'est une épidémie qui est grave, hein, la pandémie de Covid, personne ne dit aujourd'hui l'inverse. Pour autant, on a autant de morts du Covid dans le monde que de la tuberculose et on n'a pas arrêté tout. Là, ce qui nous pose problème, que ce soit en ville ou à l'hôpital, c'est que finalement, c'est quelque chose qui vient en plus de nos patients habituels et on est tellement, on a eu tellement de réduction de capacité de prise en charge par les politiques d'austérité de ces 20 dernières années que ces patients Covid en plus nous empêchent finalement de prendre tout le monde parce que on n'arrive plus à contenir. On le disait déjà avant, hein, on n'arrive plus à contenir une épidémie. On n'y arrivait déjà pas quand c'était les longs week-ends, les vacances, les épidémies de grippe, on avait déjà des problèmes. Et vous rajoutez là-dessus des patients Covid, donc
charge de travail supplémentaire, une prise en charge supplémentaire de patients potentiellement très graves, et il n'y a rien qui se met en place. Enfin, je veux dire, il y a pas de moyens supplémentaires. Donc, évidemment, ça ne marche pas. Et donc, il faut qu'on limite du coup le recours à l'hôpital, et là, on confie. Voilà, oui, c'est un constat d'échec terrible. Alors, une question d'Elsa. Elsa nous dit bonjour Loïc. Elsa a sauté, je vais la retrouver. Bonjour Loïc. Voilà. Bonjour Loïc, quel est ton regard sur le port du masque des enfants dès 6 ans? Je suis maman de 4 garçons, dont un élève de CP. J'en suis malade tous les jours de l'envoyer à l'école avec ce masque. Oui, moi maintenant les miens sont grands, mais j'imagine en train de mettre les masques à 6 ans et de les faire conserver, ça va pas être simple. Pour autant, on a dit pendant très longtemps les enfants sont peu contaminants, et aujourd'hui, c'est en partie remis en cause quand même. C'est-à-dire que même si les premières études qui avaient été faites par Pasteur sur la zone de Crépy-en-Valois nous disaient il y a eu peu de contamination, on a plein d'autres études dans le monde qui nous disent qu'en fait non, les enfants sont contaminés. Peut-être un peu moins que les adultes, mais le sont. Ils ne font pas pour l'essentiel, évidemment, il y a toujours des exceptions, mais statistiquement, il n'y a pas de forme grave chez les enfants. Et donc, ça a pu nous induire un peu en erreur, mais il y a une contamination. Et donc, oui, le masque, c'est pas une hérésie, même si les conditions sont terribles. Mais on a de toute façon une problématique sur toute l'école. Hein. Moi, j'ai ma dernière au lycée. Enfin, voilà, le protocole sanitaire du lycée, c'est une vaste blague. C'est une vaste blague quand ils sont tous devant le lycée à l'entrée, quand les classes sont finalement avec le même nombre d'élèves, qu'il n'y a pas de demi-classe, même si c'est en train de bouger. Hein, les enseignants se sont battus là-dessus, euh, des administratifs des lycées aussi se sont battus là-dessus, les cantines, et on a la problématique qui se décline partout jusqu'à l'université. Donc, on est contraint, et à chaque fois je vais répéter la même chose, mais on est contraint par la situation de notre système de santé, qui est une situation de pauvreté, de pénurie et de dégradation, de diminuer la vitesse de contamination des patients. C'est pas forcément diminuer le nombre de patients, c'est vraiment la vitesse à laquelle ils arrivent, parce que on prend pas, enfin on peut prendre 100 personnes en 10 jours, on peut pas prendre 100 personnes en une journée. Voilà, c'est ça, 10 par jour, parfait, 100 par jour, impossible. Et donc, toute la problématique, c'est de réduire pour que même si ce sont les mêmes qui se contaminent, ce soit plus lent et qu'on puisse les soigner. Ce d'autant plus qu'on sait mieux soigner ces patients Covid qu'on ne le faisait en mars. En réanimation au début de cette épidémie, on faisait ce qu'on pouvait avec zéro connaissance du virus. Aujourd'hui, le retour d'expérience fait qu'on a des protocoles d'anticoagulation, corticothérapie, enfin voilà, j'en passe, qui permettent de sortir les gens des ronces de façon plus importante. Donc l'enjeu, à ce qu'on puisse tous les prendre dans les meilleures conditions, il est déterminant. Alors j'ai entendu oui, mais c'est souvent des gens malades, âgés. Oui, oui, pour l'essentiel. Mais est-ce qu'on arrête de soigner les gens malades et âgés? Non, on ne peut pas. Voilà. Donc cette logique, on la conserve, et j'entends bien la difficulté des masques chez les enfants, mais je pense que la mesure a du sens. D'accord. Euh, Valérie qui demande, a-t-on une analyse sur cette massification du dépistage rendue inutile par les retards de livraison des résultats qui ne fait qu'engraisser les plus gros labos d'analyse? Est-ce que si ça continue, c'est finalement l'aveu que c'est le but d'engraisser les labos? Demande Valérie. Hum. Non, je pense pas que le but ait été d'engraisser les labos, même si après, voilà, on vit dans une société où l'argent est quand même roi, hein, faut être clair, et la santé est un marché. Donc il y a toujours cette problématique sous-jacente, quoi qu'il arrive. Mais là, même si après c'est un effet secondaire, le fait que les labos aient gagné de l'argent, beaucoup d'argent sans doute. Moi, j'ai pas été vérifier les chiffres très sincèrement. Mais je pense que c'est surtout, en fait, la problématique, c'est surtout que on n'avait pas une volonté claire et une capacité claire de ce gouvernement et de l'État qui y a derrière à prendre en main, à structurer une véritable politique de dépistage. Et donc, on est sur une logique très libérale, c'est-à-dire que il y a des labos qui sont capables de faire des tests, on leur dit faites des tests.
Voilà. Et il n'y a pas une articulation publique qui aurait permis d'avoir une véritable stratégie. La première chose, ça aurait été de développer les machines de façon, enfin d'acheter des machines pour rendre plus vite les résultats, d'avoir un tracing qui soit pas juste le fait d'administratifs bon, voilà, qui ont fait leur travail, mais voilà, ils ont fait leur travail dans les limites de ce qu'ils pouvaient faire, dans les ARS et sécurité sociale qui rappelaient, moi j'ai été rappelé comme contact Covid, on m'a dit bon bah ça va, vous vous débrouillerez, en gros voilà ce qu'on m'a dit. C'est-à-dire qu'on n'a pas regardé comment je vivais, si il y avait quelqu'un pour faire mes courses, si je devais être isolé. Enfin, il y avait rien de mis en place. On pouvait s'appuyer là-dessus sur les collectivités territoriales, qui sont des organismes de proximité qui peuvent intervenir pour aider des populations en plus grande difficulté, particulièrement les personnes âgées, quand on doit les isoler. Enfin, il y avait la possibilité de s'appuyer sur la richesse démocratique de ce pays pour voilà prendre en main de façon collective les choses. Et on est resté sur une logique, le marché va régler, bah, il y a des sociétés qui font des tests, on va leur faire des tests. Ouais, d'accord, mais enfin, faire des tests sans jamais voir comment est-ce que derrière on va traiter ces résultats et dans quel délai, ça n'a pas de sens et en effet c'est un échec, mais un échec attendu. Alors, une question de Vincent Bonny, qu'on salue. Quels seraient les potentiels de renforts humains dans les hôpitaux aujourd'hui en urgence? Bonne question, Vincent Denis. En l'occurrence, on a une difficulté, c'est qu'on ne formera pas des professionnels de santé en quelques mois. Cet argument sert au gouvernement pour dire, bah, du coup, ne recrutons pas, ne faisons rien. Ça, c'est déjà première réponse. Commençons déjà à former, parce que ça fait des années que les militants syndicaux, voilà, mon syndicat, la CGT, propose un grand plan de formation et d'emploi dans les hôpitaux. On le remet au goût du jour aujourd'hui. Il faut absolument tout de suite avoir un plan de formation et de recrutement, y compris en, en pré-recrutant des gens, en payant des formations sur les hôpitaux, parce que ce ne sera sûrement pas la seule pandémie que nous allons avoir à subir. Voilà. On en a eu régulièrement dans l'histoire du monde, on en aura sûrement encore, et avoir désarmé comme ça sur ces logiques de marché, ces logiques de privatisation de l'hôpital public pendant des années, provoque la situation que nous vivons aujourd'hui. Donc déjà, il faut lancer ce plan. Et puis en urgence, évidemment, on n'aura pas tous les professionnels, ça c'est sûr, mais on peut faire une première chose qui est de recruter des agents hospitaliers pour gérer la logistique et soulager les soignants finalement du poids de cette logistique qui est importante chez nous, et des agents administratifs pour soulager les soignants du poids administratif qui a pris des proportions très importantes dans l'hôpital public. Donc déjà, on peut faire ça pour libérer du temps de soins aux professionnels. Et puis la deuxième chose, mais là ça demande une volonté politique farouche, qui pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour, c'est créer un véritable choc d'attractivité, c'est-à-dire mettre des moyens massifs dans l'hôpital public pour en changer les conditions de travail et les revenus. Parce que nous avons perdu depuis des années des dizaines de milliers de personnes qui travaillaient à l'hôpital public et qui en sont parties devant, pour l'essentiel, à mon sens, les conditions de travail. C'est toujours ce qui revient parce que ça devient insupportable, mais également des revenus qui étaient très faibles par rapport à ce qui se pratiquait en particulier dans le privé. Donc, on doit faire ce choc parce que tout de suite on pourra récupérer des gens qui aujourd'hui travaillent à autre chose. Alors certains auront une expérience trop ancienne pour revenir, mais il y en a beaucoup qui sont partis récemment. Donc là il y a peut-être des choses à faire là-dessus. Donc voilà, c'est du bricolage parce que à un moment donné on en est réduit à bricoler parce qu'on n'a pas prévu avant, et on n'a pas prévu avant alors que tout tout était dit. Je veux dire, c'est pas on le savait pas. Hein. Ça fait des années qu'on dit ça. Mais néanmoins, là, dans le contexte où on est, bah, le bricolage, ça compte. On a réussi à pas mal bricoler en mars et ça a compté. Et là encore, bah, là maintenant, ce serait bien que ce soit un peu plus que du bricolage, mais une vraie volonté politique de l'État et de ce gouvernement. Mais je ne vous cache pas que je n'y crois pas une seconde. C'est pas du tout le chemin que ça prend. Moi, je reste sidéré quand je vois un budget de la sécurité sociale là proposé qui va encore économiser sur l'hôpital public. Enfin, voilà.
Une question de Guillaume qui nous demande est-il vrai que certains groupes sanguins sont moins vulnérables? Je ne sais pas. Là voilà, la réponse est très claire, je ne sais pas, c'est une des pistes. On a enfin, plein de pistes, hein. J'avais fait allusion à cet article dans la revue Nature qui disait que finalement il y avait des patients qui étaient porteurs d'un gène néandertalien qui étaient plus susceptibles de faire des formes graves. On trouvera sûrement des choses comme ça, voilà. Mais après, de toute façon, ça change pas la pratique quotidienne. Il y a des choses surprenantes, hein. Il y a des gens qui devraient, enfin statistiquement, qui auraient dû attraper le Covid, qui ont été noyés dedans et qui ne l'ont jamais eu. On ne sait pas pourquoi. Alors après, peut-être qu'ils l'auront plus tard, on verra bien. Mais il y a sûrement quelque chose qui nous échappe dans cette maladie. Simplement, je l'ai dit à plusieurs reprises, on n'a pas un an de recul sur ce virus. Voilà, on n'a pas encore un an de recul, et on peut pas espérer avoir toutes les réponses. La science, c'est du temps long. Alors, David, qui demande clairement, qui dit est-ce que, qui revient hein, à l'asphyxie de l'hôpital public et qui pose la question peut-on supposer que tout cela participe d'un changement de modèle, c'est-à-dire que l'hôpital sera massivement privatisé? Euh, Moi, j'y vois une volonté politique de privatiser l'hôpital. Après, voilà, je donne un avis. J'ai pas, je dis toujours, j'ai pas toutes les réponses. Je donne aussi un avis. Euh, je n'arrive pas à imaginer que tout se fasse par hasard. Quand, avec la loi Bachelot, on subit des fusions d'hôpitaux, donc des petits hôpitaux qui fusionnent avec les grands. Avec Touraine, ce sont les groupements hospitaliers de territoire. On refusionne encore ces grands hôpitaux fusionnés entre eux. Et puis, où finalement, on ferme pendant des années tous les hôpitaux de proximité, ou même, là, plus récemment, on leur donne un label hôpital de proximité, mais en fait, ce label est trompeur. C'est des hôpitaux dont on ferme les maternités et les services d'urgence, et on les appelle hôpitaux de proximité. Ça s'appelle voilà, hôpital gériatrique, ça. En général, il reste un service de gériatrie, quelques places de médecine polyvalente, plus de spécialistes, donc on peut pas faire de la médecine gériatrique sans les interventions des spécialistes. Ça, ce serait de la médecine au rabais. Donc c'est ça les hôpitaux de proximité qui sont en train d'être mis en place. Et donc, on ne peut pas imaginer que tout se fasse par hasard. Surtout, moi j'ai vécu, j'ai fait une partie de mes études sur Paris. J'ai vécu la période où on fermait les hôpitaux. J'ai travaillé à Boucicaut et Laennec. Voilà, c'est des hôpitaux qui n'existent plus. L'hôpital Rothschild, je crois qu'il reste plus grand chose non plus. Pas la fondation de l'hôpital. Et partout où on a fermé les hôpitaux, on a vu des groupes privés s'installer à proximité. Voilà, c'est simplement en fait assez naturel. On ferme l'hôpital public, on le limite dans ses moyens de couverture sanitaire de la population. Bah, simplement on ouvre un marché, c'est-à-dire que quand on n'est pas là, la nature a rendu vide et puis les gens ont des besoins de santé, bah, le privé s'installe. Et c'est comme ça que ça se fait, tout simplement. Et ça ne peut pas être ignoré. Voilà, ça ne peut pas être ignoré. Donc après, ou bien on a des gens qui ne comprennent rien, mais je ne pense pas, dans les différents gouvernements, ou bien on a des gens qui ont une stratégie, qui ne peuvent pas dire on va privatiser l'hôpital public, on mettrait les gens dans la rue en disant attends, voilà, vous perdez votre hôpital. Mais par contre, on peut petit à petit régler le fait que ça se privatise naturellement en fermant les hôpitaux publics. Et il y a toujours des bonnes raisons, on manque de personnel, on manque de moyens, regardez, c'est pas rentable. Enfin, on a eu tous les arguments de la Terre pour nous faire des plans de retour à l'équilibre qui permettaient surtout de fermer de l'activité. Alors, une question assez directe, faut-il confiner plus? Une réponse assez directe, malheureusement, je pense que oui. Alors, je ne sais pas si c'est confiner plus, le terme est brutal. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est limiter encore plus les contacts physiques entre les gens. Alors après, ça voudrait dire soit confiner plus, soit avoir une prise de conscience collective, une efficacité des gestes barrières que jusque-là on n'a pas eu. Vous savez, moi je me suis appliqué parce que j'étais potentiellement à risque, étant dans un milieu où le Covid circulait très aisément, les services Covid ou les urgences. Je me suis appliqué à avoir des gestes barrières très fermes. Je n'ai pas dû toucher mes parents depuis mars et à peine mes enfants. C'est pénible, c'est très pénible, mais personne n'a eu le Covid. Voilà, c'est 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 un peu ça cette difficulté, c'est que
C'est dur à vivre en fait d'avoir cette attitude. Alors, et finalement, ça ne tient pas vraiment. On l'a vu cet été. Hein, c'est pas une condamnation des jeunes qui faisaient la fête. Ils en avaient besoin à un moment donné. Mais en tout cas, ça a quand même, voilà, il y a eu quand même des attitudes qui n'étaient pas tolérables. Et puis il y a eu une réactivation de la circulation virale. Je pense que là, il faut être beaucoup plus clair dans ces gestes d'évitement des autres. C'est dur à dire, mais c'est comme ça. Et si ça ne suffit pas, oui, on va être obligé de confiner. Et on ne confine pas parce que, je disais tout à l'heure, l'épidémie est catastrophique. Elle est très sérieuse. Mais il y en a d'autres qui sont aussi sérieuses. On confine parce que l'hôpital est malade. Voilà. Alors, on a beaucoup de questions aussi sur le rôle des cliniques privées et du secteur privé dans la lutte contre la pandémie. Énormément de questions sur quel rôle pourraient jouer les cliniques privées aujourd'hui. Mais les cliniques privées, elles devraient être intégrées complètement au dispositif. Voilà. Moi, enfin, celle qui est à côté de chez nous joue le jeu, c'est-à-dire que chaque fois qu'on leur a envoyé des patients parce qu'on n'avait pas de place durant le premier confinement, ils les ont pris et ils ont voilà, géré l'affaire. Enfin voilà, ils ont fait leur travail, pas de problème. Après, je pense qu'on doit être plus directif maintenant, c'est-à-dire que on ne peut pas faire appel à la bonne volonté des cliniques privées ou à leur mauvaise volonté. On doit décider, c'est-à-dire que on doit recenser les lits disponibles, modifier les prises en charge. Aucun intérêt à faire des opérations de chirurgie esthétique maintenant, voilà, pour être très clair. Et on récupère ces lits, les soignants qui y sont attachés, et on prend en charge les patients Covid, et ce sont les administrations qui le règlent. Voilà, je pense que à un moment donné, ça peut pas être certaines continuent à faire leur train-train dans un coin et d'autres sont au charbon et la population n'est pas complètement prise en charge. Pour l'essentiel, euh, c'est mon sentiment en tout cas ici, les confrères qui sont dans le privé jouent le jeu. Simplement après, on ne peut pas prendre tous les patients dans le privé parce que, par exemple, la clinique à côté de chez nous n'a pas de réanimation. Donc, ils pourront nous prendre des patients oxygénodépendants qui vont pas bien, mais pas des patients qui nécessitent une place de réanimation. Donc là encore, c'est les places ça peut être trompeur parfois sur la capacité de prise en charge. Alors, beaucoup de questions, hein. Vous êtes très nombreux à poser des questions. Désolé, on n'a pas le temps de répondre à tout, évidemment. Merci hein, d'être aussi interactif avec Loïc. On voit que le sujet intéresse beaucoup. Alors, que pensez-vous du monde dans les métros? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde dans les métros océaniques qui pose la question, est-ce dangereux? Forcément, c'est dangereux. On a beau nous expliquer, on se contamine pas dans les transports. D'un côté, on nous dit on ne se contamine pas dans les transports, c'est du pareil, ça. D'autre côté, bon, on nous dit on se contamine pas au travail. Enfin, tout le monde joue pour. Enfin, là, c'est du bon sens. Ce virus, c'est des aérosols, des projections de gouttelettes et du contact. Alors, je veux bien que dans le métro, il n'y ait pas de contact. Bah non. Enfin, j'ai vu les images comme tout le monde. Les gens se sont collés les uns aux autres. Donc, forcément, il va y avoir des contaminations dans ce contexte. La seule solution dans les transports en commun de type métro RER, c'est le port du masque et la distanciation physique. Ça veut dire qu'il faut diminuer le nombre de personnes dans les rames. Ça veut dire qu'il faut privilégier le télétravail. Ça veut dire que faut réfléchir même à ce que certaines activités non essentielles ne travaillent pas sur des zones hyper denses. Voilà. Il y a plein de réflexions qu'on peut avoir, mais penser que les transports seraient complètement épargnés, ça peut arranger politiquement, mais c'est une vue de l'esprit. Alors merci encore une fois de suivre ce live. N'hésitez pas évidemment à le partager. Je rappelle également que beaucoup de contenus, hein, beaucoup de réponses sont dans les colonnes de l'Humanité que vous pouvez facilement consulter en ligne notamment. L'abonnement aujourd'hui n'est pas très cher, hein, c'est moins de 10 euros par mois. Et vous avez accès à tous les contenus de l'Humanité. Donc moi, je vous invite vraiment à le faire parce qu'on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent là en direct. Alors, on nous parle sans cesse de vaccins, mais quid d'un traitement? Et on a aussi des questions sur que faut-il faire avant la réanimation? Quel type de traitement aussi avant la réanimation? C'est des questions qui sont venues.
Bah, pour l'instant, on n'a pas de traitement, hein. On est sur du traitement symptomatique. En fait, les patients qui passent en réanimation, c'est ceux qui évoluent mal. Euh, la plupart, heureusement, évoluent bien. On n'a pas, pour l'instant, alors il y a des protocoles qui sont en place. On n'a pas le Graal, hein. Là, j'ai revu le protocole de la PHP. Bon, on essaye quelques antiviraux, mais sans grande certitude. Ça reste aujourd'hui la prévention des complications du virus qui est importante. Enfin, en tout cas, qui est efficace. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Mais c'est assez efficace. C'est-à-dire l'anticoagulation, la corticothérapie quand les choses tournent mal, et on le fait avant la réanimation. On le fait pas automatiquement que en réanimation. Mais par contre, des traitements curatifs, pour l'instant, enfin, voilà, pas d'éléments à l'horizon. Il y a plusieurs études qui sont lancées. J'ai vu qu'on essayait l'aspirine aujourd'hui, mais enfin, pour l'instant, pas de retour, hein. Et ça semble pas, enfin voilà, ça semble pas être pour bientôt. Donc le seul espoir qu'on ait pour l'instant d'efficacité thérapeutique, c'est la vaccination. Alors, beaucoup d'internautes réagissent à votre phrase tout à l'heure de dire si on confine aujourd'hui, c'est parce que l'hôpital est malade. Une Hum. question est venue aussi, si aujourd'hui on avait une catastrophe de type un tremblement de terre, est-ce que l'hôpital serait en mesure d'être présent et de réagir? Est-ce que nos structures nous le permettent aujourd'hui? Oui, Pardon, c'est pas la même chose. Je dis oui, je pense. C'est pas la même chose en fait. C'est-à-dire que on a on a la capacité à déclencher un plan blanc, à libérer des lits, on sait très bien le faire. Et moi, j'ai vécu ici une catastrophe à Creil, une explosion d'usine, où on a vu un afflux de malades très important. C'est il y a quelques années. On a hospitalisé tous ceux qui en avaient besoin, on a pris en charge tout le monde. Parce que finalement, ça, il y a un entraînement des équipes, hein. On fait des exercices de catastrophe, on fait voilà. Et finalement, ça s'est plutôt bien passé. Et sur l'orientation des patients, hein, ça s'appelle un tri. Je sais que le mot est un peu menaçant, mais c'est efficace, hein. C'est qui on envoie tout de suite en réa, qui on envoie sur la salle de réveil, qui on prend en charge d'urgence. Enfin voilà, c'est un tri fonctionnel. Euh, on avait fait la démonstration qu'on avait pris en charge ces patients de façon efficace, rapide, et qu'il n'y avait pas eu du tout de hiatus, et on avait vidé des services. Vidé des services. C'est-à-dire que quand on a appris l'explosion, qu'on a eu la première évaluation des équipements sur place, il y a eu des sorties anticipées des patients qui finalement étaient là sur des examens, enfin des recherches de pathologies qui pouvaient être différées. On les a différées, on a fait sortir tout le monde. Là, la difficulté, c'est que c'est pas une catastrophe, c'est pas une explosion ou un tremblement de terre, c'est quelque chose qui dure sur des semaines et des semaines et des semaines et qui continue à monter. C'est-à-dire qu'on n'a pas un nombre de victimes à gérer, ça continue à monter. Et donc là, on se fait déborder et puis on ne peut pas, ad vitam aeternam, repousser les prises en charge de nos patients habituels parce que là, on finit par avoir d'autres problématiques qui se posent. On l'a bien vu après le premier confinement. Mais sinon, voilà, sur la médecine de catastrophe, la France est plutôt assez réactive. Et je vous renvoie à une grande catastrophe qui a eu lieu, c'était les attentats du Bataclan, où la réactivité de l'hôpital de la PHP a été remarquable. Donc on sait le faire. Alors, puisqu'on parle de la PHP a fait fermer les urgences de l'Hôtel Dieu cette semaine, hein. On a réalisé, l'Humanitaire a réalisé l'interview de Rodrigo Martinez Parra, l'infirmier qui a fermé les urgences en fait, et qui dénonce cette situation et dit-il, qui va priver la population d'un service d'urgence de proximité essentiel. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un véritable scandale. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est un scandale. Ça fait plus de 2 ans, je crois, hein, qu'on se bat sur ces questions-là. Alors c'est Gérald Carziec, qui était le chef de service des urgences de tel lieu, qui les a largement portées médiatiquement, mais avec beaucoup de relais, parce que cette logique, et je le disais tout à l'heure en parlant de mes études à Paris, de supprimer les hôpitaux de proximité à Paris, c'est une catastrophe. C'est le maillage qu'on avait réussi à créer historiquement dans Paris de toute l'assistance publique qui est en train de voler en éclats. Et si on les laisse faire, ce n'est pas fini, hein. Beaujon et Bichat sont menacés aussi. Et là, alors que depuis des années, on leur dit qu'il ne faut pas fermer l'hôtel Dieu,
que c'est un élément essentiel. En plus, c'est dans le cœur touristique de Paris. Ça pourrait être le recours sur plein de problématiques dans ce lieu. Ils décident de le fermer en pleine pandémie. Enfin voilà, là c'est le symbole est terrible. C'est-à-dire qu'ils ne renoncent à rien. Ils continuent à leur logique d'affaissement de l'hôpital public, de sape de cette institution, euh, malgré devant eux la réalité des difficultés. J'ai le sentiment que rien ne les arrête, euh, mais on peut, enfin, je pense qu'on va pouvoir les arrêter parce qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience qui s'est faite avec cette épidémie. C'est au moins ça, son intérêt. C'est bien le seul à mon avis. Et il va falloir que cette prise de conscience se poursuive et qu'on lutte contre ce genre de politique de casse de nos hôpitaux. Alors, une petite réponse à Nadine qui posait la question, est-ce que votre abonnement à l'Humanité est gratuit? Nadine, non, malheureusement, l'abonnement à l'Humanité n'est pas gratuit parce que l'information a un coût. En fait, si on veut vous fournir une information vérifiée, approfondie, avec un pas de côté par rapport à l'actu qui vous donne des clés pour comprendre, bah forcément, ça demande des équipes, ça demande du monde sur le terrain, ça demande de l'investissement et tout cela a un coût. Alors, l'Humanité a à cœur de rendre l'information la moins chère possible, hein, la plus accessible possible au plus grand nombre. C'est pour ça que l'abonnement en ligne, qui donne accès à tous les contenus, est à moins de 10 euros par mois. Faites le calcul, par jour, c'est une somme toute très réduite, mais qui vous donne accès à une information de qualité. Donc voilà, encore une fois, je vous invite à vous abonner à l'Humanité pour suivre tous ces contenus. Alors, vous êtes très nombreux à poser des questions. Il y a des questions sur l'hôpital de Creil. L'hôpital de Creil, qui, on le sait, est en lutte depuis des mois, voire maintenant des années. Quelle est la situation concrètement à l'hôpital de Creil, nous demande Sabrina. La situation, c'est vaste. Euh, c'est bah Bah, peut-être oui. rappeler pourquoi, peut-être rappeler pourquoi vous êtes battu, quelles ont été les raisons en fait de la grève à l'hôpital de Creil, et est-ce que vous avez obtenu des résultats? Où en êtes-vous? Non, pour l'instant, c'est toujours le service des urgences, en l'occurrence, qui est toujours en grève. Après, hein, ça va faire 2 ans bientôt. Voilà, ça va faire 2 ans. 2 ans de mouvement de grève. Euh, Creil n'est pas différent des autres hôpitaux, c'est-à-dire on a vécu la même chose que tous les hôpitaux en France, avec une petite cerise sur le gâteau quand même, c'est la fermeture de notre maternité. Hein, c'est la seule maternité de niveau 3 qu'on a fermée en France. Elle a été transférée à Senlis, pour ça que nos administrations ne parlent pas de fermeture, mais de transfert, mais bon, il n'y a plus de maternité sur l'hôpital de Creil et sur la ville de Creil. Donc voilà, ça nous amène aussi du coup à transférer des patients sur la maternité de Senlis. Ça a éloigné de la prise en charge des femmes enceintes du bassin creillois, qui est voilà un bassin de vie qui est compliqué sur le plan social, hein, beaucoup de difficultés sociales. Je donnais toujours l'exemple quand on se battait sur cette maternité, mais qui est toujours vrai que sur le plateau de Creil, où est installé l'hôpital, il n'y a que 50% des gens qui ont un véhicule personnel. Donc, Senlis, c'est certes à 17 km, je crois, 15 km, mais à pied, ça fait long, surtout enceinte. Donc, on a voilà, perdu sur cette question-là pour l'instant. Moi, je ne renonce pas à ce qu'un jour une maternité revienne sur l'hôpital de Creil, il y a toute sa place. On a regroupé les hôpitaux de Creil et Senlis. Ça a beaucoup tué l'hôpital de Senlis, hein, qui a perdu ses services petit à petit. Dans la réalité, c'est ce qui s'est passé. Et l'hôpital de Creil n'en a pas mieux vécu pour autant, puisque lui aussi a vu de nombreux professionnels partir. Et aujourd'hui, on se retrouve en grande difficulté parce que il y a eu une réduction des lits très importante et que ça sature en permanence sur le service des urgences. Donc, alors je suis toujours urgentiste à Creil, hein, j'ai travaillé à temps partiel, je travaille aussi à l'hôpital de Beauvais. J'ai été chef de service des urgences de Creil il y a il y a 2 ans à peu près, mais j'en ai démissionné après la fermeture de cette maternité parce que j'ai considéré qu'on ne pouvait pas tout accepter et qu'à un moment donné, on finissait par être voilà, c'était plus du compromis, mais voilà, fallait pas tomber dans la compromission.
Une question de Michel Ceruti, je pense que ça se prononce Ceruti. Il faudrait combien d'infirmières et de médecins supplémentaires pour avoir les moyens de répondre aux enjeux en matière de santé d'un pays moderne comme le nôtre? C'est-à-dire, dans l'absolu, si vraiment on voulait un hôpital public efficace, euh, est-ce que vous avez une idée du nombre de médecins, d'infirmières, de personnel qu'il faudrait embaucher? Ouais, on l'a chiffré. On l'a chiffré. En fait, il faudrait 100 000 personnes de plus travaillant à l'hôpital public en France et sûrement presque 2 fois plus sur les EHPAD. Parce qu'on oublie toujours, mais les EHPAD, c'est déterminant. Le manque de personnel dans ces structures fait aussi qu'on reçoit des patients qui pourraient être conservés sur les EHPAD parce qu'il n'y a pas assez de gens pour s'occuper d'eux. Et voilà, il faut aussi travailler sur l'aval, pas que sur l'amont, pardon, pas que sur la situation de l'hôpital. Donc ces 100 000 personnels en plus, de toute façon, c'est des choses assez simples. Et, je vais vous donner un exemple. Alors c'est un de mes camarades, Christophe Prudhomme, qui l'a cité, mais c'est toujours intéressant de le reprendre parce que c'était assez juste. Olivier Véran vient de nous dire que, le ministre de la Santé, qu'il allait rouvrir 4000 lits à la demande avec une enveloppe de 50 millions d'euros. Or, un lit d'hôpital, c'est 2,5 personnes. Voilà, c'est 2,5 personnels. Et puis, après, il faut regarder ce que ça fait en salaire pour 4000 lits. En fait, ça ferait à peu près 400 millions d'euros. Donc, nous dire que, voilà, il rouvre 4000 lits avec 50 millions, ça veut dire qu'en fait, il va utiliser le personnel en place pour ouvrir des lits où il n'y aura pas de personnel supplémentaire. On va bricoler et faire de la prise en charge au rabais. Donc voilà, faut à chaque fois regarder. Et donc, c'est pas très difficile de voir combien au minimum il nous faudrait de lits, combien il nous faudrait de personnel et dire ben voilà, c'est 100 000 sur la France, alors c'est pas tant que ça, hein, et 200 000 sur les EHPAD. Mais ça demande un changement complet de logique par rapport à ce qu'on vit ces dernières années. D'accord, toujours beaucoup de questions. Karine qui évoque les élevages de visons détruits à cause de la mutation du vaccin. Karine, elle est en colère, elle dit bientôt nos chiens, nos chats seront concernés. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire des visons, en fait? Alors là, franchement, on peut pas tout me demander. Je ne sais pas. J'ai lu comme tout le monde l'histoire des bisons. Voilà, j'ai lu comme tout le monde. J'ai lu que, en effet, on avait une souche virale qui risquait d'être, enfin, de moins immuniser, enfin, de rendre le vaccin inopérant. J'ai résumé. Voilà ce que j'ai lu, mais je suis pas allé très sincèrement voir exactement le motif exact de l'abattage des bisons. Parce que voilà, je peux pas m'occuper de tout et sincèrement, c'était pas ma priorité. Donc là, je vais pas répondre à cette question parce que je vais dire des bêtises. Je n'ai fait que lire ce que tout le monde a lu. D'accord, merci de cette franchise. André demande concernant les sages-femmes, sont-elles fournies en masque FFP2, ce qui éviterait que les femmes soient obligées d'accoucher avec obligation de porter un masque? Alors, je suis allé chercher hier matin une femme qui accouchait sur l'île de Nogent, juste à côté de Creil, que j'ai dû amener à Senlis. À mon arrivée, les sages-femmes étaient équipées de ces masques. Après, malgré tout, il a été mis à la maman un masque chirurgical. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué cette situation. Le personnel se protège lui aussi, en fait, malgré parce que les masques FFP2, c'est indispensable. Ça n'a pas garanti l'absence de contamination, hein, soyons clairs. Il y a des personnes qui se sont contaminées, même avec des équipements individuels de protection. Donc, pour l'instant, c'est ça. Après, bon, accoucher avec un masque, c'est quand même très spécial. Et puis, au-delà même de ce masque, c'est la possibilité pour la famille de venir voir. Hein, les visites sont très limitées. C'est quand même un moment qu'on passe en famille. Voilà. Là, c'est un par un. Voilà, un par un. Donc oui, on vit, enfin, on va pouvoir multiplier ces exemples à l'envi, hein, de choses qui nous semblent anormales et insupportables. On vit une situation qui est tout à fait inédite et anormale. Du coup, c'est vrai que
je peux pas dire, je suis très content que les femmes enceintes portent des masques lors de leur accouchement. Évidemment, personne n'en est content. Après, je peux entendre, voilà, la volonté du personnel de se préserver au maximum. Et soyons clairs, si on avait trop d'arrêts sur l'hôpital, c'est une catastrophe. Voilà, je ne peux pas donner d'autres réponses. Bon, merci beaucoup. On va peut-être clore bientôt ce live, hein. Ça fait quand même déjà 45 minutes qu'on est ensemble. Je sais, vous êtes très nombreux à le suivre et très nombreux à poser des questions. On en fera d'autres, hein. Avec Loïc, on en a fait beaucoup lors du premier confinement. On a recommencé à en faire avec ce second confinement. Donc, on va refaire un point très régulièrement. On voit que c'est important pour vous. Euh, Peut-être une dernière question, une question bon, assez directe, mais peut-être très large. Mais Charlotte demande, pour vous, les mesures appropriées à mettre en place aujourd'hui, quelles sont-elles? Quelles seraient-elles? Bah, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais je pense que la première chose, ce serait de renforcer les équipes hospitalières et d'abord avec des agents hospitaliers et des agents administratifs. Voilà. Ensuite, pour l'instant, je n'imaginerais pas qu'on puisse arrêter tout de suite le confinement vu la, la, la progression des contaminations. Après, on attend de voir ce que ça va donner en termes de patients à l'hôpital. Voilà, c'est ça qui va devoir être déterminant parce que finalement, si tout le monde se contaminait à une maladie qui n'entraînait pas de malade, ce serait parfait. Sauf que c'est pas le cas. Et le critère qui doit voilà, nous guider, c'est bien le nombre de malades graves et la capacité à les prendre en charge. Voilà. Donc, il faut réduire le nombre de contaminations parce qu'on sait qu'il y a une proportion fixe de gens qui font des formes graves dans toutes ces contaminations. Donc, moins on aura de contamination, moins on aura de formes graves. Et décontaminer, enfin, déconfiner, déconfiner le plus vite possible pour ne pas avoir les effets indésirables, c'est le mot qu'on puisse dire, des gens qui ne se sont pas fait suivre du premier confinement. Donc déconfiner le plus possible, mais pour déconfiner le plus possible, il faut réduire la circulation virale. Donc ça va être à chaque fois surveiller comme le lait sur le feu l'évolution de la pathologie et quand le déconfinement va intervenir, j'espère qu'il interviendra rapidement, sans garantie aucune, il va falloir conserver des gestes de distanciation physique plus importants que ce qu'on a pu faire ces derniers mois. Merci pour tous ces éléments, toutes ces explications. Beaucoup de remerciements hein, dans les commentaires pour vos paroles claires, précises euh, et beaucoup d'intérêt porté pour cet échange. Dis ce On que je se ne dit sais à pas. très bientôt Parfois, parce qu'il y a encore... Pardon? je dis ou mes paroles qui disent que je ne sais pas, parce que les questions sont vastes et là, des fois, je suis un peu sec quand même. Hein. Oui, mais c'est important de le dire quand on ne sait pas, plutôt que de dire des bêtises. Dire je ne sais pas, je pense que c'est assez essentiel en définitive. On se donne rendez-vous donc à bientôt. Je le rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à l'Humanité pour 9,90 € par mois. Vous avez accès à tous les contenus en ligne. On reviendra poser des questions à Loïc Penn très prochainement parce que vous avez encore beaucoup de questions. Donc on va revenir certainement dans le courant des jours qui viennent pour ces lives qui visiblement vous intéressent au plus haut point. Merci encore d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à le partager et on vous dit bah, à très bientôt. Hein. Et Loïc, bah, bon repos après cette permanence de 24 heures. N'était pas très dur. Merci Nicolas. Au revoir. Au revoir.